Nous sommes vendredi 12 mai 2023 et vous êtes sur la chaîne qui rassemble, c'est l'heure de votre journal. Le ministre de la Justice était hier porteur de 4 projets de loi devant les sénateurs membres de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales. Des projets tournant autour des majeurs protégés, de l'arbitrage, de la médiation et de la lutte contre la corruption qui ont tous été adoptés à l'unanimité des parlementaires. Grâce au projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance financé par la Banque mondiale, à Guézanonfla, dans la Maraoué, la malnutrition est en train d'être éradiquée. Aujourd'hui, on n'y compte qu'un seul cas sur 171 enfants dépistés. Et cela grâce à la mise en place du FRAN, le foyer de renforcement des activités de nutrition communautaire. L'ONU renforce sa surveillance du Soudan où le conflit entre l'armée et les paramilitaires des forces de soutien rapide qui a éclaté le 15 avril a fait plus de 750 morts, 5000 blessés, 700 000 déplacés et 150 000 réfugiés. Hier 11 mai, à l'issue d'une réunion d'urgence, le Conseil des droits de l'homme, principal organe onusien pour lutter contre les violations, a adopté une résolution qui renforce le suivi et la documentation des exactions dans ce pays. On va tout de suite prendre la direction de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. C'est en bref et en images. Vous apercevez le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui quitte Abidjan ce vendredi pour un séjour en France. Le chef de l'État était accompagné, comme vous avez pu le voir, par plusieurs membres du gouvernement, ainsi que vous pouvez donc l'apercevoir sur ces images. Le Premier ministre aussi était sur place. En pareil à Moussoukro, au siège du Sénat, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme y était hier, porteur de 4 projets de loi, tous adoptés à l'unanimité des parlementaires membres de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales. Le témoignage de Kader Sogodogo. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Samson Kambilé, arrive avec 4 projets de loi. Les 3 premiers sont soumis à la Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales. Ils sont relatifs aux majeurs protégés par la loi, avec une revue de la loi de Napoléon, à l'intervention des juridictions nationales en matière d'arbitrage et de médiation. Exposé des motifs, question des sénateurs, Samson Kambilé est dans son domaine. La grande innovation réside au niveau des majeurs protégés conscients, mais déficitaires de moyens de réaction. Ce projet de loi a pour objectif de combler un vide juridique en la matière. En effet, la matière des majeurs protégés est régie par le Code Napoléon, qui n'assure que la protection des majeurs aliénés internés, des majeurs interdits judiciaires, des prodigues et des faibles d'esprit. Ne sont pas pris en compte des majeurs atteints d'altération de leurs facultés mentales ou corporelles, des majeurs qui connaissent un affaiblissement lié à l'âge ou des majeurs qui ont connu un développement anormal. Nous avons donc soumis aux sénateurs un nouveau dispositif qui consiste à prévoir 3 régimes. Le régime de la tutelle, le régime de la sauvegarde de justice et le régime de la curatelle. Le 4e et dernier projet de loi est soumis à la Commission des affaires économiques et financières. Il porte sur la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Ici aussi, la Commission a dit oui à l'unanimité à la ratification. Fin de la première session ordinaire 2023 du Conseil économique, social, environnemental et culturel, dont le bilan des travaux est jugé satisfaisant. Une cérémonie a été organisée hier dans ce cadre. C'était bien entendu dans les locaux du CESEC, ici à Abidjan, et plusieurs thématiques ont été développées à l'occasion. Il a par exemple été question de jeunesse et de drogue, de création d'emplois et de réduction de la pauvreté. Le reportage de Marie-Chantal Akandan et Vao Richard. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEG, a achevé sa première session ordinaire de l'année. Meublée par une série d'activités variées, par des conférences de haut niveau, des échanges, des débats et des visites de terrain autour des thématiques majeures telles que la jeunesse et la drogue.
Ces activités ont permis aux membres du CESEC de mieux appréhender les réalités sociales en vue d'accompagner efficacement les politiques gouvernementales avec des propositions pertinentes. Le président du CESEC s'est félicité des travaux réalisés et a remercié l'ensemble des participants pour leur engagement. Armés de la volonté de réussir notre mission, nourris à la sève de la riche et expérience des uns et des autres et bénéficiant du précieux soutien du personnel de l'administration, nous sommes parvenus à des résultats probants. La réussite de la présente session est en soi un pari gagné. Elle permet de renouer avec le calendrier institutionnel tout en consolidant l'expertise des services. Cette cérémonie de clôture a été marquée par la présence de plusieurs personnalités, dont le ministre d'État Koné Kafana en charge des relations avec les institutions de la République. Saluant le travail accompli par le CESEC, il a souligné l'importance de cette institution dans le processus de développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas surpris quant à la rigueur qui a entouré ces travaux, connaissant l'homme qui dirige cette institution. C'est pour cela que je suis fier d'être ici et de féliciter le président et tous ses collègues du Conseil économique et social. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel continue ainsi à affirmer son rôle clé dans la mise en place des politiques publiques durables et innovantes pour relever les défis auxquels la société ivoirienne est confrontée. On s'intéresse à présent à cette rencontre d'échange sur le rôle des acteurs dans la mise en œuvre des conventions de maîtrise d'ouvrage déléguées. Y ont pris part des ministres, gouverneurs, des présidents de conseils régionaux, des représentants donc des collectivités territoriales. Une rencontre organisée par le Bureau de coordination Programme emploi du ministère de la Promotion de la Jeunesse. On en sait plus avec Walter Amadou Ouattara. Cette rencontre d'information et d'échange se tient à la maison de l'entreprise au Plateau avec le corps préfectoral, les élus locaux, les présidents de conseils régionaux et des ministres gouverneurs. Elle permet aux participants de mieux comprendre l'exécution commune du programme jeunesse PGGouv 2023 dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage déléguée et de créer une synergie d'action autour des initiatives au profit des jeunes. C'est une bonne démarche qui doit prendre en compte nos préoccupations dans l'amélioration du cadre de coordination de l'action publique au niveau territorial, en parfaite cohérence avec notre forte attente en la matière, conformément au vœu du président de la République, qui est d'inscrire le développement local dans un cadre inclusif, participatif et concerté. Le débat participatif clarifie également le rôle des principaux acteurs et lève des ambiguïtés autour du mode de mise en place du comité local de suivi. Le 16 mars dernier, dans le cadre du programme Jeunes du gouvernement, nous avons signé avec les régions et c'est à peu près 45 milliards de francs CFA qui sont mobilisés afin de permettre aux conseils régionaux de mettre en œuvre les programmes jeunes en termes donc d'entrepreneuriat en milieu rural. Là, se fait dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage déléguée. Il était important pour nous de réunir tous les acteurs. Ainsi, à mi-avril, ce sont 38 371 jeunes qui ont bénéficié des programmes d'insertion professionnelle pour un coût de 2,86 milliards de francs CFA. La quinzaine internationale de la science et de la technologie a démarré hier, lancée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cet événement scientifique est à sa 3e édition et il vise à renforcer la culture scientifique et technologique pour au final faire de la recherche et de l'innovation des piliers importants du développement de Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Frédéric Oulaye. La Côte d'Ivoire veut positionner la recherche scientifique et l'innovation au cœur de son système universitaire et en faire le pilier de sa croissance économique et de son développement social. La tenue de la 3e édition de la quinzaine internationale de la science et de la technologie traduit donc cette ambition. Plusieurs villes universitaires seront aux couleurs des activités de l'édition 2023. Cette quinzaine offre une plateforme de visibilité et d'attractivité pour la mise en lumière de la politique de création d'emplois en faveur des jeunes. Le premier objectif majeur, c'est de montrer les axes et les résultats de recherche des institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique
ce qui amène la science vers la société et la société également vers la science. Et le deuxième, c'est de contribuer au renforcement de la formation et de la recherche en STEAM, c'est-à-dire en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, des filières porteuses en termes d'emploi et donc quelque chose d'incontournable, j'allais dire, dans le programme de création de 8 millions d'emplois prôné par les chefs de l'État d'ici 2030. Cette troisième édition prévue du 15 au 26 mai a pour thème « Recherche et innovation en Côte d'Ivoire face aux défis actuels des changements globaux ». À travers cet événement, il s'agit de créer des rapprochements entre population et chercheurs. Le reportage de Frédéric Oulaye est commenté par Franck Quadio avec la collaboration technique de Zakaria Traoré. Le PMNDPE, c'est le projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance financé par la Banque mondiale. À Guézanonfla, dans la Maraoué, le projet donne des résultats appréciables. On ne parle presque plus de malnutrition sur place. Une délégation conjointe de la Banque mondiale et du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance est allé voir de près ce qu'il en est. Les membres de la délégation se sont félicités de cette grande avancée dans la lutte. Khalil Diomandé, Didier Nguessan. Il y a quelques mois, Yohan, âgé de 2 ans, a failli faire partie des 3 100 000 enfants qui meurent chaque année de faim et de malnutrition dans le monde. Atteint d'une malnutrition aiguë sévère, le môme a été identifié par les animateurs du Front, foyer de renforcement des activités de nutrition communautaire de Guézanonfla, dans la région de la Maraoué. Depuis, Yohan bénéficie d'un accompagnement nutritionnel et se remet peu à peu de la pathologie. Ils ont pris soin de mon enfant. Aujourd'hui, ça va. En tout cas, il marche, il mange, il fait les choses à moi, mais ça me plaît. Quand on suit avec les ordonnances, les médicaments, à 3 mois, ça va aller. Il sera guéri. Comme Yohan, une centaine d'enfants sont suivis ici, grâce au projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance, financé par la Banque mondiale. De toute façon, ils s'occupent des enfants, ça nous arrange aussi. Les enfants mangent, les enfants s'amusent. On quitte au champ, on ne voit pas les enfants qui pleurent. On voit les enfants qui rient, ils sont rassasiés, ils sont bien à l'aise. Aujourd'hui, la malnutrition est quasiment vaincue à Guézanonfla. Un seul cas a été enregistré en octobre 2022 sur 171 enfants dépistés. Des avancées que la Banque mondiale est venue constater de visu. Durant 2 heures, la délégation visite le front, les ménages, les activités d'élevage mises en place pour soutenir la lutte contre la malnutrition. C'est vraiment très encourageant de voir cette appropriation du village qui ont vraiment pris les choses en main. L'espace communautaire, l'espace de jeu, maintenant sert en même temps comme garderie pour soulager les femmes et s'employer mieux avec les travaux champêtres. Et la compétence de chacun des acteurs, notamment les animateurs, montre qu'ils vont aller très loin. Alors donc vraiment, je ne suis pas satisfait. On a vu des enfants, vraiment des beaux enfants, bien développés. On a vu finalement la population du projet, par le chef du village, par les jeunes, les femmes. Maintenant, nous avons demandé que vraiment les cadres s'impliquent pour soutenir le chef du village. Parce que ce sont des acquis qu'on doit vraiment pérenniser. Pour un impact plus important du projet multisectoriel de nutrition à Guézanonfla, les populations ont émis des doléances, dont la plus urgente est la construction d'une cantine scolaire. Les femmes de l'église adventiste du 7e jour volent au secours des malades du centre des Grands Brûlés d'Abidjan. Elles se sont rendues cette semaine dans l'établissement, les bras chargés de matériel médical et de médicaments de première nécessité. Le témoignage de Davis Oyo et Serge Collier. Du matériel médical et divers équipements mis à la disposition du Centre des Grands Brûlés d'Abidjan. Objectif, renforcer le dispositif de cet hôpital spécialisé dont la tâche est extrêmement délicate. Un don fait par les femmes de l'église adventiste du 7e jour, section Cocody. Il est essentiellement composé de médicaments, de pansements, de produits d'hygiène et d'entretien, de draps de lit. Ce geste vise à accompagner le centre dans la prise en charge de ses pensionnaires. Nous sommes des femmes qui militent pour le bien-être de l'être humain. Et quand nous entendons un cri de cœur, nous nous aménageons pour pouvoir intervenir et aider la population.
À travers ce don d'une valeur de 2 500 000 francs CFA, l'Église adventiste du 7e jour répond ainsi au cri de cœur de l'Association des Grands Brûlés de Côte d'Ivoire. Un soulagement pour les malades et leurs parents, mais aussi pour les responsables du centre. Les produits que nous avons reçus font partie des produits que nous utilisons quotidiennement. Donc, en tout cas, ça va compenser une grande partie de la demande. Peut-être que certains malades même auront tout leur traitement à travers tout ce qu'on a donné. Créé en 1995, réhabilité en 2022, le Centre des Grands Brûlés d'Abidjan accueille à ce jour un peu plus de 1000 patients par an. Il s'occupe d'administrer des soins aux personnes sévèrement atteintes de brûlures qui ont une grande partie de leur peau détruite. Eux souffraient plutôt d'hernie et 175 d'entre eux viennent de subir gratuitement une intervention chirurgicale à l'hôpital général de Sassandra dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. C'est une initiative du Conseil régional, comme nous le rapporte Sam Conan, notre correspondant permanent dans le Bas-Sassandra. L'hôpital général de Sassandra pris d'assaut par les populations atteintes d'hernie. Elles sont venues pour se faire opérer gratuitement. Le conseil régional du Boclé a initié une opération gratuite de ceux qui ont hernie. Voilà, nous on s'est senti concernés. Il y a des enfants qui sont dans ce cas-là. Donc on les a inscrits, on les a appelés. Et il y a eu 4 personnes déjà qui ont été opérées. Vraiment, ça s'est bien passé. Pour le directeur de l'hôpital général de Sassandra, Dominique Adou, c'est une grande première. Depuis 4 ans que nous sommes là, le chirurgien m'a toujours fait cas des patients qui viennent pour des hernies et souvent ne disposant pas de moyens et donc sont souvent obligés de repartir. Donc pour nous, quand le président du conseil a pris l'initiative de pouvoir nous accompagner à pouvoir prendre en charge ces malades, vraiment ça a été une joie pour nous. Je suis très content. Ça s'est bien passé, non pas le problème. On a dit merci à monsieur le président. Une joie de sauver des vies humaines. Et le président du conseil régional du Boclé, Basile Frigbo, qui a initié cette opération gratuite d'hernie, se dit heureux d'aider les populations à mieux se sentir. Le département de Fresco, à travers Daïri, Babam, Fresco, qui sont venus, les gens sont venus de là-bas. Le département de Sassandra, les gens sont venus de partout. Et c'est une bonne chose. Nous sommes heureux d'accompagner ces populations sur la route de la guérison. Et nous allons tout faire pour aider l'hôpital davantage à faire ce qu'il y a à faire pour aider la population du Boclé. L'État seul ne peut pas tout faire. Il nous appartient, nous, d'accompagner l'État. Et c'est ce que nous faisons. Le conseil régional du Boclé annonce pour très bientôt une autre prise en charge, celle concernant l'opération des fibromes chez les femmes. Rentre à Abidjan. La sécurité routière est au cœur des priorités du gouvernement. L'Association des infirmiers de Côte d'Ivoire joue aussi sa part dans la sensibilisation. Les infirmiers et infirmières étaient cette semaine dans les locaux de l'INFAS à Treichville. Ils y ont organisé une séance de formation sur la sécurité routière. Une formation qui vise à impliquer les acteurs de la santé dans la prévention contre les risques professionnels liés aux accidents sur les routes. Jean-Marc Djedji. Des infirmiers en santé au travail à l'épreuve de la sécurité routière. 95% des accidents de la route relèvent du facteur humain selon l'Office de sécurité routière OSER. Au vu de ces statistiques, ces spécialistes de la santé au travail sont instruits sur la prévention des accidents au cours des déplacements professionnels. Une initiative de l'Association des infirmiers et infirmières en santé du travail. Ceux qui sortent le matin et qui rentrent le soir, c'est des travailleurs. Et donc, tous ces nombres d'accidents qu'on avance, ça veut dire que c'est les travailleurs qui sont impliqués. Ça ne pouvait être que très important, intéressant pour nous d'être là, pour sensibiliser. L'essentiel du message, c'est la sensibilisation. La sensibilisation à travers des petits groupes. La sensibilisation au moment du déplacement. Comme l'a dit l'expert, il faut vérifier l'état du véhicule. On n'a pas besoin d'être un technicien expert dans le domaine. Je peux regarder l'état des pneus, je peux soulever, comme on appelle le capot, pour voir l'état de, comme on appelle l'huile de frein, pour regarder l'état de l'eau, ne serait-ce que cela. Créée en 2002, l'Association des infirmiers et infirmières en santé au travail de Côte d'Ivoire
veille au respect des prescriptions législatives et contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels. Venons-en maintenant à cette rencontre organisée par la Société de gestion et de développement des infrastructures industrielles, rencontre au cours de laquelle la SOGEDI a décliné son champ d'action et sa vision dans le développement de la Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Abou Sanogo. Planifier, promouvoir, réhabiliter et gérer ou faire gérer les infrastructures industrielles directement. Ce sont entre autres les objectifs de la Société de gestion et de développement des infrastructures industrielles, SOGEDI, une structure étatique qui vient renforcer les actions de développement mises en place par le gouvernement. Nous avons une multitude de projets en vue, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, et nous voulons d'ailleurs diversifier nos actions géographiquement, c'est-à-dire avoir une capacité de projection sur les grandes régions, utiliser les spécificités de ces régions-là pour faire des zones industrielles spécialisées. Une vision claire qui ne laisse personne indifférent. Ce qu'on attend de la SOGEDI, c'est l'effectivité des hypothèses qui nous sont présentées, l'application vraiment du cadre stratégique mis en place par l'État pour permettre aux PME de bénéficier des zones industrielles pour mener à bien leur activité. Créée depuis 2022, la Société de gestion et de développement des infrastructures industrielles, placée sous la tutelle du ministère du Commerce et de la promotion des PME, entend élaborer des programmes de création des zones industrielles en coordination avec les ministères de tutelle et les collectivités locales concernées. Un mot de défense à présent. Présent à Abidjan dans le cadre du 11e sommet international des forces terrestres, les chefs des forces terrestres africaines et américaines ont pu visiter l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville. Une académie qui est une réponse à la menace terroriste dans la région. De retour de Jacquesville, le reportage d'Abou Sanogo. Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacquesville. Objet d'une visite des délégations présentes à Abidjan pour le 11e sommet des forces terrestres africaines et américaines. Devant plusieurs participants, le directeur de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, le général de brigade Joseph Kwame Alla, a présenté l'établissement. Fruit de la coopération bilatérale ivoiro-française, l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme s'offre comme un instrument au service de la formation, de l'entraînement et de la réflexion stratégique. Sa création, selon son directeur, vise à développer les capacités des États de la région à apporter une réponse globale à la menace terroriste qui s'y développe. Il les invite donc à se rapprocher de cet établissement. Autre temps fort de cette visite, un exercice de simulation de libération d'otages. Les soldats de forces spéciales ont à travers plusieurs tableaux présenté comment ils s'emploient à récupérer des personnes prises en otage, mais également à neutraliser les terroristes. C'est cette démonstration à laquelle nous venons d'assister qui prouve qu'en notre sein, il y a des pays qui ont déjà une certaine maîtrise en matière de lutte contre le terrorisme, surtout en ce qui concerne la libération des otages. Nous pourrions, dans une certaine mesure, collaborer avec la Côte d'Ivoire pour qu'un entraînement spécial soit fait en ce qui concerne les troupes béninoises. L'Académie internationale de lutte contre le terrorisme a pour objectif de créer une communauté et susciter une culture commune de contre-terrorisme, de renforcer les capacités opérationnelles des unités engagées dans la lutte antiterroriste et d'améliorer la coordination interministérielle de tous les acteurs impliqués. On va s'envoler pour Abuja au Nigeria. Abuja qui abrite le tout nouveau siège de l'Association des Premières Dames d'Afrique qui œuvre au quotidien pour une Afrique de paix et de progrès. Le siège a été inauguré récemment en marge de la 10e Assemblée générale de la mission de paix des First Lady. Nassaneba Touré y représentait Dominique Ouattara et Mamadou Kwasi y était pour RTI. Une nouvelle bâtisse au cœur d'Abuja, capitale nigériane, pour servir de siège au secrétariat permanent de la mission de paix des Premières Dames d'Afrique, MIPREDA. Elle est le fruit de la contribution de chacune des Premières Dames du continent, sous la conduite de la Première Dame sortante du Nigeria, Aïcha Buhari. La cérémonie d'inauguration de ce siège a mobilisé des membres de cette organisation des partenaires qui s'inscrivent dans la dynamique de la promotion de la paix sur le continent africain. Forme un mouvement pour la paix, la sécurité, pour que l'Afrique que nous voulons, l'Afrique en paix avec elle-même, une Afrique prospère, et c'est le moment. Nous devons aider nos dirigeants
à atteindre leurs objectifs dans les efforts combinés de la consolidation de la paix, la médiation, la résolution des conflits et la reconstruction post-conflit. Je suis également très heureuse d'annoncer que nous avons signé un protocole d'accord avec l'Union africaine pour nous permettre de collaborer étroitement à tout ce qui cadre avec les missions de promotion de la paix en Afrique. Représentant la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassineba Touré, a traduit la volonté de la First Lady de Côte d'Ivoire à bâtir un continent apaisé avec la contribution des femmes. Avant cette cérémonie, la mission de paix des premières dames d'Afrique a tenu sa 10e assemblée générale ordinaire qui a vu l'élection d'Angeline Daye-Chimie, première dame du Burundi, secondée par la première dame du Niger. L'autre articulation de ces assises a été la soirée des First Ladies, où des messages de paix et d'engagement ont été pris autour du thème « Briser des barrières grâce à des partenariats pour une paix durable en Afrique ». Nous devons, mes chères sœurs, ne plus nous contenter de considérer les femmes comme des victimes des conflits. Nous devons être des actrices de règlement des conflits. Nous devons être des actrices pour éviter que les conflits, les différends au niveau communautaire, au niveau frontalier, au niveau des pays, éclatent en grands conflits. La mission de paix des premières dames d'Afrique œuvre pour le progrès et la stabilité politique du continent. Plusieurs actions de paix sont à l'initiative de la première dame Dominique Ouattara et de ses pairs du continent africain. De retour à Abidjan, on va pour le déjeuner servi par l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire à ses partenaires, parmi lesquels des établissements tels que l'ISTC Polytechnique et l'INSAC. Il s'agit pour l'ONACSI de leur témoigner sa reconnaissance pour leurs actions dans l'évolution du cinéma en Côte d'Ivoire. Generosa Kwadio nous en fait le point. Solliciter le soutien constant de ses partenaires afin de faire de la Côte d'Ivoire le Hollywood de l'Afrique avec les grands producteurs du cinéma. C'est l'objectif de cette rencontre avec l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire et les acteurs qui interviennent dans ce secteur. Nous voulons que la Côte d'Ivoire soit bien vue partout. Si nous n'avons pas des canaux qui nous vendent, ça ne peut pas aller. Donc c'est tous ensemble que nous pouvons porter haut ce flambeau ivoirien. Représentant la ministre de la Culture, Florent Galati, convaincu de l'importance du cinéma, salue les partenaires qui soutiennent l'industrie du 7e art en Côte d'Ivoire. Merci pour leur présence, pour leur appui et pour leur soutien. Et également, les rassurer que la culture, notamment le cinéma, est une réalité qui monte en puissance en Côte d'Ivoire et qu'avec eux, nous allons réaliser le rêve commun, construire le cinéma ivoirien pour que ce cinéma permettre de donner un sens précis à l'identité de la Côte d'Ivoire, d'accroître le dispositif culturel, mais aussi être un produit d'appel touristique. L'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire apporte son appui depuis quelques années au Cinémathèque et au Clap Ivoire, l'une des grandes rencontres et de distinction des acteurs du cinéma en Afrique, après le FESPACO du Burkina Faso. Et visiblement, cette voix n'est pas celle de Generosa Kwadio. Son travail a été commenté par Godefroy Okambawa. L'ONU renforce sa surveillance du Soudan, où le conflit entre l'armée et les paramilitaires des forces de soutien rapide qui a éclaté le 15 avril dernier a fait plus de 750 morts, 5 000 blessés, 700 000 déplacés et 150 000 réfugiés. Hier, 11 mai, à l'issue d'une réunion d'urgence, le Conseil des droits de l'homme, principal organe onusien pour lutter contre les violations, a adopté une résolution qui renforce le suivi et la documentation des exactions dans ce pays. La résolution élargit les prérogatives du haut-commissaire aux droits de l'homme et de son expert sur le Soudan. Merci d'avoir été avec nous et à demain 13h.